là, on va partir dans les zones glaciales, c'est au choix. Mais en tout cas, c'est une belle odyssée qu'on vous propose avec deux personnes, Christian Caillot et Stéphane Melchior. Christian Caillot, qui sont ici, deux auteurs de ces deux bandes dessinées que vous voyez devant moi. Alors, je vais parler de c'est un peu périlleux, parce que ce sont des auteurs très prolifiques qui sont pour un tas de choses, mais c'est donc assez frustrant de toujours résumer ce que sont les genres, mais il faut bien se lancer. Donc, Stéphane Melchior, vous êtes scénariste de disques et de bande dessinée. Vous avez notamment fait l'adaptation de grand succès qui est le Clan des Oreilles. Vous avez aussi écrit Les Royaumes du Nord qui vous ont valu en 2015 le Fauve du meilleur album jeunesse du festival du Feu et peut-être prochain festival de la Vallée d'Angoulême. La mer vous passionne, vous vivez en Bretagne, vous naviguez, vous adorez évidemment la littérature marine, et il était donc impossible que le destin de Bernard Moitessier vous laisse de marbre. Donc vous avez donc adapté ici la longue odyssée. Christian Caillot, vous dessinez des vies, celle de Bourrisian ou de Jacques Prévert. Vous avez réalisé une version illustrée d'un petit miracle d'édition, comme il en existe encore, et il en existera encore tant que l'édition sera libre, et on le souhaite, qui s'appelle Anaconda Beaujon, dans une maison d'édition bordelaise, qui s'appelle Finitude, qui est une toute petite maison d'édition, et qui a eu la chance de repérer ce texte, qui a eu un grand succès et qui a permis à cette maison d'édition de s'en sortir. En tout cas, c'est vrai que ça a été un super travail d'Olivier Bourdeau. Donc vous avez dessiné la version illustrée de ce livre. Vous vivez d'ailleurs à Bordeaux. L'Afrique, vous êtes souvent rendu et jugé de nombreux de vos ouvrages. Mais la mer, elle vous transporte. Elle est naturellement liée à votre goût du voyage. Et puis à votre goût peut-être aussi pour l'éloignement. Je crois que c'est quelque chose une notion qui vous est assez chère. Et puis la mer, elle est liée aussi au compagnonnage que vous avez eu avec un acteur célèbre, vous connaissez tous qui est décédé, qui s'appelait Bernard Giraudot, qui était aussi un grand écrivain, qui avait adapté un livre magnifique que je vous conseille pour tous les amoureux de la mer, qui s'appelle Un marin à l'entrée. C'est un livre formidable. Donc ce soir, vous venez partager votre passion pour la littérature et pour l'auteur et pour la littérature avec cette adaptation d'un roman de Georges Simenon qui s'appelle Le Passager du Polaris. Alors d'abord, tout simplement, on va présenter ces deux livres. C'est précisément avec vous, Christian, qu'on va commencer. On va se tutoyer, parce que tout le monde se tutoie ici depuis le début du festival, on va continuer. C'est précisément donc ce roman de celui qui s'appelait Georges Sim et qui va devenir Georges Simenon. Georges Simenon, là, il a, avec ce roman, c'est un roman qu'on catalogue de ces romans durs. Vous allez peut-être nous expliquer ce que cela signifie. Nous sommes en 1930. Il y a un bateau qui part de Hambourg pour le nord de la Norvège et nous voilà donc embarqués dans un drôle de huis clos. Racontez-nous rapidement cette histoire et comment vous avez voulu la dessiner. Rapidement. Voilà. Alors, reprenons dans l'ordre. Bonsoir. Comment dire, roman dur déjà. En fait, c'est Simenon lui-même qui les appelait les romans durs. On pourrait imaginer que, comme ils sont consacrés à la littérature policière, ces romans-là sont noirs, c'est dur. Mais en fait, c'est pas ça. Le truc, c'est que Simenon écrivait un Maigret en 15 jours, 10-15 jours. Hein. C'était 50 pages par jour, en 10 jours, c'était réglé. Voilà, 10 chapitres. C'était un exercice comme ça qu'il faisait sans trop de difficultés. C'est lui-même qui a appelé les autres romans, à la différence des Maigret, qui étaient plus durs à écrire, simplement.
C'est son fils lui-même qui l'évoque, c'est-à-dire que les périodes où son père se consacrait à cette littérature-là, au moment où par Fayard lui est suggéré de se consacrer à la plus grande littérature, à sortir de la littérature de Kierkegaard, là, il prend ça très au sérieux, puisque pour reprendre dans l'ordre, pendant plus d'une dizaine d'années, Simenon, qui est une sorte d'autodidacte, va écrire pratiquement 200 romans sous 27 pseudonymes, et là on est vraiment dans la formation qu'il s'inflige à lui-même pour apprendre le métier d'écrivain. Il y a la bascule au moment où il sort les premiers Maigret, et d'un seul coup, la reconnaissance arrive. Et c'est avec Le Passager du Polaris qu'il va vraiment assumer cette entrée dans la grande littérature et signer de son vrai nom. Pour ça, je suis pas méthode, mais bon, Simenon était lui-même vraiment marin. Il a d'abord navigué pendant 2 mois sur la Seine, sur les fleuves, pour ça marinait un peu, voilà, sur une sorte de grand parc, avec toujours sa femme, sa bonne, et son chien qui était un berger danois d'1 mètre au garrot, quoi, qui était une belle bête. Mais il a fait aussi construire un côte à Fécamp, sauf que, avec la volonté de partir vers le nord, justement vers la mer du Nord, la Manche, tout ça, puisqu'il avait son permis au tourisme, il faisait vraiment naviguer. Sauf qu'il était tellement pressé de partir, en gros, que le calfatage n'était pas vraiment sec. Il est arrivé à Hambourg, en gros, le capitaine du port lui a dit: mais vous êtes en train de couler là, vous arrêtez ici, je vous interdis de reprendre ce bateau. Et il a réellement embarqué sur l'express côtier qui s'appelait réellement le Polaris et va faire le même voyage qu'il racontait dans cet ouvrage, c'est-à-dire qu'il remonte toute la côte de Norvège jusqu'à les côtes presque finlandaises, Kirkenes, au-delà du cercle polaire. Et en fait, la galerie des personnages qui sont dans ce roman sont inspirés assez largement de rencontres qu'il va faire, même s'il leur attribue des rôles différents ensuite, mais le directeur des mines, une serveuse allemande au fin fond de la Norvège dans un bar, voilà. Donc c'est réellement du vécu, et ça va être en fait d'abord publié en épisode dans la presse. Il reprendra un peu plus tard pour publier le premier roman complet. On va résumer très vite. Il y a un meurtre qui se déroule et l'enquêteur part sur ce bateau. Sur ce bateau, il y a une galerie de portraits, de personnages. Et effectivement, l'histoire est importante, mais est-ce que c'est ça aussi, ce Simenon-là, qu'on connaît peut-être à travers cette romanture, où l'atmosphère et la psychologie des personnages semblent peut-être plus primées que sur l'histoire? Et vous mettez, vous, en avant ces personnages particuliers, ces personnages forts, et je pense notamment à une femme que vous appelez, qui se présente, vous la faites se présenter en disant Katia Storm, et on le comprend, c'est une vraie vampe, une femme très forte, voilà, c'est vraiment des personnages. A priori seulement. Alors là, oui, pour parler de l'écriture de Simenon, moi, c'est quelque chose que je connaissais très mal, en fait, parce que, comme toute une génération, en particulier de Français, en fait, je pense, on est marqué par les représentations télévisuelles et du cinéma, et en particulier les séries qu'il y a pu y avoir à la télé, et ça véhicule quand même une image de la France un peu vieillotte, voilà, maman à la maison, et puis commissaire Maigret, comptoir avec sa bière et ses sandwichs. Bon, c'était, voilà, j'en avais lu un ou deux, et je connaissais pas les romans durs, et je connaissais pas, en fait, l'écriture de Simenon. Et les bras m'en sont tombés, comme on dit. Non, mais en fait, j'ai découvert un auteur majeur. J'ai compris, en fait, ce qu'était la littérature de Simenon. Alors aussi, on va en parler pendant des heures. Parce que mais on va revenir, on va parler de cette question aussi d'adaptation, justement. Oui, mais je veux dire, par rapport à l'idée du crime,
ça reste de la littérature policière, mais c'est aussi au moment où, à la différence d'Agatha Christie, qui à la même époque est le best-seller dans le domaine incontesté, lui se dit, n'a pas du tout la même attitude par rapport à ça. Pour le dire brièvement, tout le but d'un roman d'Agatha Christie, c'est de résoudre, c'est que les personnages vont contribuer à résoudre l'énigme du crime. Ouais. Or, chez Simenon, le crime est que le prétexte à évoquer une humanité, à gratter des destins qui basculent. Qu'on voit très bien dans ce livre. La place des femmes est effectivement considérable. Moi, j'ai découvert, même en faisant cette adaptation, moi-même, je l'ai réalisé qu'à la fin de ce travail que j'ai fait, en dessinant les dernières pages, que le personnage central de ce roman, c'est la fameuse Greta Storm, qui arrive comme une femme fatale, une femme qui va se jouer des hommes, et on réalise à la fin, c'est une femme qui est en train de se battre pour survivre, et qui est en train de sauver d'autres personnages, et qui tente de survivre dans un monde d'hommes, un monde très rude, qui est le plus beau personnage du roman. On va prendre quelques années plus tard, nous sommes en 1968, et là, il y a Bernard Montessier qui s'est engagé pour le premier tour du monde à la voile en solitaire, qui est organisé par le Sunday Times. Ils sont deux Français à s'embarquer. Montessier, au départ, il n'est pas très motivé, puis finalement, il finit par y aller. Et il vient de passer le Cap Horn, il a passé tous les caps, il a fait le tour, il vient de passer le Cap Horn, il va gagner la course. Là, il doit remonter sur Plymouth pour récupérer son trophée et il envoie un mot à un ami, alors sur l'ami, qui est un mot qui est resté dans les annales de tous les marins. Il écrit « Cher Robert, je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour essayer de sauver mon âme. » Est-ce ce message de liberté absolue, cette revendication du bonheur qui vous a donné, Stéphane, qui t'a donné l'envie d'adapter cette longue route? Alors ça c'est la grande phrase mythique de Montessier, mais je l'ai aimé pour autre chose. Pour moi, Bernard Montessier occupe une place assez singulière dans la littérature maritime. Au moment où il écrit La longue route, il est déjà un écrivain reconnu, un aventurier considéré. Il a une véritable ambition littéraire, et pour être un peu perdu dans la littérature maritime, par contre, mais aussi pour apprendre à naviguer, on apprend aussi avec les romanciers, c'est intéressant. Eh bien, il y a une poésie, un lyrisme, une manière d'évoquer la mer, le rapport de l'homme à la mer, de l'homme avec le bateau, de la femme d'ailleurs, et qui est très singulier. Il sait trouver des mots que les autres ne trouvent pas. Voilà, donc on peut lire Bernard Montessier pour le récit d'aventure, et on peut lire Bernard Montessier pour la qualité d'écrivain, de poète qu'il était. Dans le paysage des aventuriers de la mer, il a un parcours qui le singularise aussi beaucoup, et qui est lié à son enfance en Indochine, et un apprentissage de la mer et de la navigation qui n'est d'abord pas scientifique, c'est pas un enseignement des techniques de navigation, c'est plutôt un rapport parfaitement intuitif, instinctif, presque émotionnel aux éléments. Ça va faire sa nature de marin, même s'il possédera ensuite parfaitement les techniques modernes de navigation. Cependant, ça ne disparaîtra jamais en lui, c'est présent aussi dans son écriture, et ça en fait quelqu'un d'extrêmement touchant et humainement, et en même temps comme écrivain, et comme récit d'aventure. C'est un récit, donc, évidemment, c'est une course en solitaire, donc il est tout seul sur son bateau. Et finalement, ce qu'on ressent à la lecture et à regarder ce livre, c'est que c'est un homme qui, paradoxalement, il ne semble jamais seul dans cette immensité, parce qu'il est habité avec ses dieux, avec ses animaux marins qui sont
des animaux réels, les oiseaux, les poissons, mais c'est aussi des animaux qui sont des fois qui deviennent fantasmagoriques. Il a des rêves, il a des cauchemars, il est passionné par tout ce qu'il peut voir autour de lui, la nuit, les étoiles, et puis surtout il parle à son bateau, à Joshua, et puis il parle à lui-même finalement, et on a l'impression que cet homme, il n'est jamais seul. Oui, c'est tout à fait vrai. Joshua, c'est le second personnage. Finalement, c'est une course en solitaire, mais à deux, le bateau et le marin. Et la longue route va à la fois porter au pinacle la réputation de Bernard Moitessier, mais va en donner un peu une idée déformée, puisque on va le représenter comme l'apôtre de la solitude, etc. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est toujours tourné vers les autres, toujours en recherche d'amitié, de fraternité. D'ailleurs, il signe tous ses courriers salut et fraternité. On ne peut pas dire vraiment que ce soit un misanthrope. Alors, il y a des gens qui disent qu'il était justement. Il y a deux avis sur sa personne. Est-ce que toi, tu penses que c'est pas misanthrope? Non, pas du tout. Non, il aimait être au milieu des éléments. Je crois que c'est ce qu'il recherche dans ses longues traversées en solitude. Il avait un rapport esthétique aussi aux éléments et à la voile. Il a conçu son bateau aussi pour se ménager des points de vue pratiquement extérieurs au bateau, avec ce long bout dehors qui portait ce qu'on appelle une définière, c'est-à-dire qui permet de vous projeter très loin devant le bateau. On peut s'asseoir, et là on a une vue magnifique sur son bateau sous voile, et il était tout le temps, penché, posé là. Mais il avait aussi, pour des raisons pratiques et esthétiques, installé des petits échelons le long du mât qui permettaient de se mettre debout sur les barres de flèche et voir encore une fois son bateau sous voile. Ça avait aussi une utilité pratique. Pas toujours des sondeurs quand on approche des plages, etc. Ça permet aussi, en faisant de la hauteur, de découvrir les fonds marins avant de les regarder. Voilà. Mais donc je ne sais plus du tout ce que vous avez dit. Non, sur le fait que c'était déjà, à aucun moment il est seul. Mais on va passer peut-être à un autre sujet qui vous concerne à tous les deux, parce que c'est une évidence. Donc Bernard Moitessier, c'est son livre témoignage qui est adapté ici, et le Polaris aussi. Donc il y a quand même l'intérêt à travers votre travail, l'un donc je répète, qui dessine, l'autre qui est scénariste, de l'adaptation du texte. Et je vous pose cette question, d'abord à toi Christian, quelle liberté on prend par rapport au texte justement, à l'œuvre initiale? Cette aventure éditoriale-là est un peu particulière dans la mesure où c'est le propre fils de John Simenon, qui a sollicité les éditions d'Argo, avec l'argument de dire que son père n'avait jamais été hostile à l'idée d'adaptation, puisque dès le premier Maigret, un an après, il était adapté au cinéma. 70 films, 600 heures de télévision, des dizaines de pièces de théâtre ou radiophoniques, enfin voilà. Pourquoi il n'y a pas eu de bande dessinée dans tout ça? Parce qu'à l'époque du père, à l'époque de Georges Simenon, la bande dessinée n'avait pas la maturité, n'avait pas exploré tous les domaines qu'elle a explorés depuis. Maintenant, justement, du côté de la littérature, du reportage, on a vu on voit ce qu'est devenu la bande dessinée. Et il s'est dit, si mon père avait vu ce que est devenu la bande dessinée, il aurait été ravi de tenter cette aventure-là. Il y avait quelques tentatives d'adaptation de certains Maigret, ou deux ou trois, je crois, qui étaient des catastrophes graphiques mal faites. Il avait renoncé. Et il se trouve que, moi je suis aussi seulement le dessinateur de cette histoire. Il y a eu une collaboration avec quelqu'un qui s'appelle José-Louis Boquet, qui est un spécialiste, un fin connaisseur de l'œuvre de Simenon, qui a fait par exemple au début dans les années 90, je crois, une dizaine d'heures d'émissions sur France Culture. Sur Simenon, voilà. Donc, il y a néanmoins, c'est une adaptation. C'est une adaptation, mais alors concrètement, pour répondre sur la méthodologie, le travail de... Je connais bien José-Louis Boquet, qui a été mon éditeur, qui est un ami, il connaît mes goûts, mes capacités, on s'entend bien, donc on travaille en toute confiance. Et moi, il est hors de question pour moi
d'être le simple illustrateur de quelque chose qui aurait été complètement cadré, défini. Il faut que je m'approprie la langue, justement, écrite, et qu'il y ait la possibilité, à ce moment-là, d'employer à sa juste mesure les particularités de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'elle permet les silences, simplement, sa représentation dessinée. Donc, toutes les séquences où il est écrit s'ensuit dans le roman, s'ensuit de longues heures de navigation pendant 2 jours, il y a une phrase comme ça dans le roman. On l'enlève dans l'adaptation bande dessinée, et on fait des grandes images, des grandes cases. Au moment où l'action se resserre, le huis clos du bateau, en plus, c'est bien pour ça. Au moment où il y a les tensions, les difficultés qui arrivent, on fait des petites images dans les coursives du bateau, dans la salle des machines, on utilise le mouvement du bateau, des éclairages différents pour exprimer cette tension. Il ne reste plus que les dialogues. C'est-à-dire qu'on invente cette 3e langue particulière, qu'est la bande dessinée, pour moi, ma quête en tant que dessinateur, avec une histoire comme ça, c'est dans les brumes des fjords du Nord, un navire à vapeur, comment faire donner froid, les odeurs du mazout et voilà, des algues et des embruns, voilà, puisqu'on sait qu'on a assez de place pour le texte, qu'on aura moins que dans l'ouvrage littéraire, on va être en quête de l'expression de ça, mais autrement. Donc, simplement pour conclure, moi, concrètement, la matière que me transmet José-Louis Boquet, et qui est une matière en chantier sur laquelle on revient, on peut discuter, c'est simplement une description dialoguée en continu, et c'est moi qui fais tout le découpage, toute la mise en page, toute la mise en scène de cette restitution, voilà, cette tentative, en tout cas, dans la restitution. C'est fait. José-Louis Boquet, excellent scénariste. Alors moi, alors il y a autant de techniques d'écriture ou d'adaptation qu'il y a de scénaristes, c'est une affaire de sensibilité. Moi, j'en ai immédiatement une approche visuelle de l'histoire. Je la pense tout de suite en image. D'ailleurs, je travaille pour l'image. Personne ne va acheter mes scénarios, ce serait très pénible à lire. On va acheter le résultat final, c'est de la bande dessinée, donc je travaille pour le dessin, j'essaie de valoriser déjà les qualités de dessin de mon ami dessinateur ou dessinatrice. Là, pour la longue route, il y avait une spécificité dans la collaboration entre dessinateur et scénariste, c'est que 300 pages d'un dossier tout seul sur son bateau, il fallait vraiment que je trouve un dessinateur qui sache naviguer comme moi, parce que je ne pouvais pas, moi, lui expliquer case à case que ce bateau-là, il navigue sous la mauvaise allure, qu'il ne gîte pas du bon côté, que ce bout n'a rien à foutre dans le cadre, que je dois être ailleurs, etc. etc. Donc, j'ai eu la grande chance de travailler avec un excellent dessinateur, Jules Lecarde, qui lui a connu quelques aventures maritimes aussi, qui savait naviguer. On retourne tous les deux, on s'est vu assez souvent, on a beaucoup réfléchi au projet avant. Pour ma part de scénariste, j'apporte un découpage extrêmement précis de l'histoire. Je travaille avec des petits gaufriers, c'est-à-dire des découpages standards de cases en 6, 8, 9 ou 12 cases. Je réfléchis au rythme de mon récit, je change, je passe d'un découpage à l'autre, je joue avec les tailles de cases, c'est comment on me l'a expliqué. Mais je pense déjà l'image énormément, j'apporte une énorme documentation déjà au dessinateur parce qu'en fait, pour pouvoir écrire, il faut que je me représente ça mentalement. Complètement. J'ai appris à scénariser d'abord dans l'audiovisuel, je suis un scénariste de dessin animé et j'ai eu l'occasion de beaucoup écrire dans ce cadre-là, d'apprendre ce métier, mais d'abord de le penser pour une image aussi en mouvement. Là, l'image n'est plus en mouvement, mais tout de suite, ça vous oblige à penser l'image. Très souvent, quand je reçois des gens en dédicace, on dit « Ah, vous êtes le scénariste, très bien, c'est vous qui écrivez le texte dans les bulles. » C'est vrai,
le travail du scénariste, en fait, il est beaucoup plus étendu que le simple dialogue. Il peut aussi se réduire à la continuité dialoguée. Encore une fois, c'est juste qu'il faut bien se mettre d'accord avec son collaborateur ou sa collaboratrice. C'est comment tu veux travailler, voilà moi comment j'ai envie de travailler, est-ce que je te mâche pas ton travail, parce qu'il y a des dessinateurs qui peuvent aussi trouver que si ma proposition est trop avancée, eh bien ça lui laisse moins de part d'interprétation. Ça, il faut le respecter, parce qu'on est deux à travailler et qu'on a deux sensibilités qui doivent s'accorder, se compléter sur cet univers. Voilà, après, comment je fais pour adapter? Je vais essayer d'aller assez vite. Je fais d'abord une première lecture complètement seule de la personne qui achète le livre en librairie, qui le lit, voilà. Je laisse décanter, je me dis après, de quoi tu te souviens? Ben, je pense que tout ce dont je me souviens, c'est les jalons émotionnels. Je ne dois certainement pas les rater, ça il faut qu'ils se retrouvent dans le récit. Après, ça devient une approche beaucoup plus analytique. Je reprends le texte, je le lis une bonne dizaine de fois, et je le pense, je le redécoupe pour des questions de rythme, on supprime, ou alors on étire une partie du récit, parce qu'elle est payante visuellement, qu'elle nous installe dans un rythme intéressant. Et puis, voilà, on fait tout ce travail qui est un travail rythmique. Je pense aussi le livre en tant qu'objet physique, c'est-à-dire que, comme disait un petit peu Christian, dans un certain nombre de pages, donc il faut installer le récit dans une limite d'espace. Mais je joue aussi avec le fait qu'il y a une double page, elle propose déjà un univers, de leurs deux univers différents sur chaque page, des atmosphères. Le fait de tourner une page peut créer aussi une surprise pour le lecteur. Voilà, donc on joue aussi avec l'aspect physique du livre. Tout ça, ça fait partie du travail de scénarisation, d'adaptation. Voilà. Et l'adaptation, c'est une petite gymnastique assez délicate quand on veut respecter à l'auteur. Et le fait que, adapter en une fois, quelqu'un, il y a longtemps, dans les bouquins de cinéma, moi je le disais, l'adaptation c'est une trahison réussie. Moi je déteste cette définition. D'abord, je ne veux pas trahir, et je veux bien réussir. Et ensuite, je pense que moi j'essaie d'installer plutôt un dialogue sensible entre la sensibilité artistique et celle de l'apporteur du récit. Je dialogue, je lui suis pas de reconnaissance pour m'avoir fait découvrir ce beau récit. J'ai envie de lui faire honneur et en fait, la première personne pour qui j'écris, c'est l'auteur. Ensuite, c'est pour le film. Voilà. Et revenons sur ces deux bateaux, voilà, on voit à quel point la mer vous agite à tous les deux. Christian, on est sur le Polaris, on le voit sur toutes ces coutures, il y a des scènes de port qui sont magnifiques, hein, le port sous la neige, mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça très, très, très beau. Et puis Stéphane, avec toi tu as le chic pour raconter par le menu tous les tourments que peut rencontrer Joshua, tous les tourments techniques. Je n'y comprends rien, mais j'ai adoré, parce que même tous ces mots qui me sont étrangers, ça fait un effet de musique, de poésie. Et voilà, j'avais envie de... Voilà, tous les deux, dites-moi cette force qu'a la mer, les bateaux, les ports dans le travail que vous faites et puis dans vos vies, tout simplement, parce que c'est pas possible que ça soit autrement. C'est pas mal navigué quand même. Bah aussi, voilà, c'est peut-être quelque chose qui nous relie, enfin, sûrement, évidemment. Je pense que, voilà, moi, tu l'évoquais tout à l'heure, il y avait une rencontre. Moi, je voyageais en terrien de par le monde, effectivement, l'Afrique, tout ça depuis une dizaine d'années. Et puis, il y a eu une rencontre au moment où je me disais qu'il va rester à errer comme ça, jusqu'à la fin de sa vie, je ne sais pas où aller. Ben non, je commençais à me dire, ça va durer longtemps. Et qu'est-ce que j'en fais? Il y a la rencontre miraculeuse avec Bernard Giraudot, voilà, qui à ce moment-là, c'était assez drôle parce qu'on s'est rencontrés et tout de suite ça a matché, on est devenus amis. Et il m'a dit, non, on a lu mon livre. Et je ne savais même pas qu'il écrivait, il venait de publier son premier bouquin, donc ça m'a fait plutôt rire. Il a vu que je n'étais pas trop par opportunisme que arrivait dans sa vie. Et il avait été bombardé écrivain de marine, il avait le titre officiel d'écrivain de marine.
puisque la marine s'est souvenue qu'il avait été matelot mécanicien quand il avait entre 17 et 19 ans. Au port de la palisse. Voilà, et maintenant qu'il était célèbre, il pouvait être utile à l'image de la marine nationale quand même. Donc ils l'ont bombardé avec une marine, ce qui permet d'embarquer sur les bâtiments de la Royale et éventuellement d'emmener un petit dessinateur sous le bras. Voilà. Et là-dessus, j'embarque pour une transatlantique sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Moi, j'ai vraiment là, je faisais du dériveur sur les côtes normandes, voilà, un peu cette voilier avec mon frère, mais guère plus que ça. Et là, ma vie bascule. Découvrir la mer, découvrir la navigation de nuit, enfin bon, il y a plein de choses dans la longue route qui me parlent. Effectivement, même pour moi, je suis un faux marin, alors surtout quand on fait la barre. Et puis tous les termes techniques, je ne comprends rien non plus, même si j'entends leur poésie. Mais par contre, je sais qu'il y a quelque chose, dès qu'on a navigué, qui relie tous les hommes sur la mer. Et puis justement, cette, je ne sais pas si c'est l'élément liquide, probablement ça y voit à avoir, mais de l'imaginaire et de l'intimité, des émotions que ça suscite, de la rêverie et des abîmes de rêverie et de réflexion, d'introspection, de pensée vers les autres, vers le monde que ça amène, l'immensité du ciel, la noirceur abyssale en dessous, ça ramène à sa propre existence, à beaucoup de choses qui sont très très importantes. Et si on est sensible à ça, si c'est un voyage intérieur, c'est rapidement le voyage maritime, aussi, un voyage intérieur. Dès que la côte disparaît, l'onde change, le ciel change, mais globalement, surtout sur un gros bateau, on est immobile tout en étant en mouvement. Il y a d'un seul coup, l'idée du voyage devient une projection intellectuelle, une projection vers l'escale à venir. Il y a toutes ces notions-là, et si on est réceptif à ça, si ça nous bouscule, si ça nous chavire, on s'en remet pas. On a envie d'en partir. Après, on a envie d'en partir. Et c'est ça, après, moi mes bateaux, qui sont tous des bateaux à moteur, plus ou moins modernes, il y a des tuyaux, il y a des machins, des robinets et tout. Moi, il faut pas regarder où ils vont les tuyaux. Oh là là, moi, je ne m'encombre pas tellement du nombre de rivets sur les. J'essaye que les dialogues soient juste des ordres, voilà, des officiers, etc., soient juste, je les ai notés, mais je suis en quête de quelque chose de sensible, qui est aussi la prouesse, voilà, j'adore les bouquins, la logotopie, puisque avec Montessier, il y a cette dimension-là. Stéphane, sur les mots de la mer, alors après les dessins. Alors malheureusement, le bulletin météo-marine de Véritaire Planchon a disparu. C'est un transfert culturel. Je l'ai coupé à bord dans le bateau familial avec mes parents sur le VHF. Et puis après, même quand on était à terre, on retrouvait un petit peu du parfum des embruns avec cette météo très mystérieuse. C'est vraiment dommage parce que la France, ça rime aussi avec la mer. Et donc, j'ai l'impression qu'on a perdu un petit bout de notre territoire avec la disparition de ce bulletin météo. Oui, il y a une poésie véritablement dans les mots de la mer et de la navigation, c'est certain, qui peut nous emmener très loin. C'est pas nécessaire pour comprendre le récit. Moi, j'ai des récits de montagne, je ne fais pas d'escalade, mais j'ai plaisir à vivre l'aventure par procuration. C'est ce que propose Bernard Matessier et dans la longue route. Ce n'est pas son seul récit de voyage, hein, il en a écrit d'autres, mais celui-ci est son plus célèbre. Voilà, alors il y a la poésie des termes maritimes, il y a aussi la poésie des mots de Bernard Matessier, par exemple, on parlait d'adaptation. Bien sûr, je travaille le récit sans rythme, je contracte, parfois j'essaie d'imiter un petit peu sa prose dans les parties justement qui ne sont pas trop littéraires, où je peux me permettre d'intervenir pour contracter le récit
faire comprendre des choses qui passeraient mieux en littérature qu'en dessin, je dois justement adapter. Enfin, à chaque fois que j'ai pu laisser les mots de Bernard Matessier, je les ai laissés. Parce que l'idée, c'est pas de m'approprier son récit, c'est aussi de le partager. Moi, je suis en admiration devant ces trouvailles littéraires. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est un récit qui est aussi inégal. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il touche juste. Il n'y a que lui qui sait raconter la mer comme ça. Puis d'autres moments, il s'empatouille, il ne fait pas très bien, on sent bien qu'il ne trouve pas vraiment ce qu'il voudrait, et puis ça devient un petit peu du compte rendu du journal de bord. Et en même temps, c'est cette variété, ce dialogue qu'il installe au fond de lui-même entre le marin poète et puis le marin marin. Il y a du boulot à faire, il faut tenir son journal de bord, il faut bien faire son travail, comme il dit, son travail de marin aussi. Et ce qui rend ce récit très touchant, c'est qu'on est vraiment avec lui. J'aime bien justement aussi, moi, fonctionner par empathie. J'ai eu la possibilité de naviguer sur le choix à plusieurs reprises avec mon camarade Jules Lefebvre, le dessinateur. J'ai embarqué pour une traversée de l'Atlantique aussi. Et j'ai ajouté justement mes impressions personnelles aussi pour nourrir le récit. Tout à l'heure, dans le précédent intervention sur la mer, on voyait ces créatures maritimes gravées sur les anciennes cartes marines. Mais je vous assure qu'on les voit. Elles existent vraiment. Et, une des expériences les plus fortes, ça ne m'étonne pas du tout que Christian parle, c'est la navigation. Oui, ça c'est un truc extrêmement puissant. Et la limite entre la terre et le ciel disparaît. Vous flottez sur une surface que vous n'apercevez pas mal, mais vous avez d'un seul coup 1 million de fois plus d'étoiles dessus de la tête. Il avait un spectacle céleste extraordinaire. J'ai vu des étoiles filantes exploser comme des feux d'artifice en pleine nuit. C'était extraordinaire. Et j'ai vu des masses phosphorescentes surgir des abysses, grandes comme des terrains de football. Cette comparaison des terrains de football. Personne ne joue au foot sur l'eau. Mais c'est immense, ce sont des grandes marées voilà, qui surgissent. Et c'est ce qu'on voyait dans ces vieilles cartes maritimes avec ces créatures extraordinaires qui semblent projeter avec leurs yeux cette lumière. Et on voit toute la mythologie qui a pu se dégager et dont parle aussi Bernard Matessier. Et puis bon, après, c'est aussi un voyage dans une navigation qui n'existe plus aujourd'hui. Ça se passe en 68-69. Il n'y a pas encore de satellite météo. On navigue avec les pilot charts qui sont des compilations de toutes les expériences maritimes centenaires qui sont là. Et les cartes maritimes sont découpées en micro-cases avec l'application de courant, de vent, etc. On voulait comme ça. Pas de GPS, on repère sa position avec son sextant ou bien avec des relevés au compas. Et lui a appris en plus ces repérages très anciens avec les marins du peuple de Sienne où on calcule la hauteur des astres en mettant ses doigts comme ça devant ses yeux sur l'horizon. Et puis bon, ça va, cette étoile-là, c'est l'heure, donc je dois être à peu près dans la bonne direction. Oui, et quand c'est en putain... On l'a évoqué aussi Christian, très vite, la mer, ça devient un univers philosophique et il s'est transformé mentalement, psychiquement. Et il ne sait plus comment revenir vers la société humaine. Il a un rapport très animiste, spirituel aux éléments, à la nature. Il a passé un pacte avec l'océan. Il y a une très belle phrase d'un marin qui dit, quand il arrive, l'océan m'a laissé passer. Et c'est vraiment ça. C'est pas le marin qui choisit, c'est l'océan qui lui laisse passer. Et là, l'océan l'avait laissé passer, 3 caps à passer, sans encombre, des caps difficiles. C'était l'ancienne route des clippers, ça s'appelle la longue route. L'ancien bateau de commerce qui faisait les poules au sud pour transporter les marchandises. Eh bien, il a l'impression que ce pacte, s'il vient en récolter les lauriers, c'est comme s'il devenait orgueilleux et qu'il trahissait finalement un rapport particulier qu'il avait installé avec les éléments, avec les divinités, le grand frère, comme il appelle ça, la grande conscience supérieure. Et il se dit, si je gagne, si je récolte ce prix en argent et en or, alors je trahis le lien de confiance et d'humilité qui s'est établi entre moi et les éléments. Tout le paradoxe, c'est que
en refusant finalement cette victoire qui lui a été offerte, et par son talent et peut-être par les grands dieux marins, il va se lancer dans une deuxième tentative de tour du monde, il va vivre un véritable enfer. Alors il semblerait que le dieu de la mer est puni de ne pas avoir accepté une victoire qui lui a été offerte. Voilà, c'est tout à la base de cette histoire. Tout à fait bon. Et alors on est toujours tenté de pouvoir faire résonner avec aujourd'hui ces histoires, l'une qui se passe donc dans les années 30, l'autre dans les années 68. Alors celle des années 30, on est dans cette imagerie des voyages au long cours, de ces voyageurs qui embarquent à des grandes navires, belles, et dans le Polaris, il y a qui est un bateau mixte en fait, parce qu'il fait à la fois du commerce, et il a à la fois ce côté avec en plus c'est juste avant l'hiver, donc c'est le dernier voyage qui se fait avant l'hiver. Mais enfin bon, tous les soirs il y a le capitaine qui donne le dîner. Donc, est-ce que cet esprit du voyage existe encore? Et Stéphane, alors moi Tessier, lui, quand on lit son témoignage, c'est une fable écologique qui est très puissante, qui résonne très fort. Je trouve que vraiment, il nous envoie des messages. Alors c'est assez paradoxal parce qu'il n'arrête pas de balancer depuis le pont du Joshua des cochonneries dans la mer, sans arrêt, pour s'alléger, parce qu'on va être léger. Mais néanmoins, moi je l'ai perçu comme un message très écologiste, très naturaliste. Oui, alors il y a quand on dit n'arrête pas, c'est un peu méchant. Hein. Il l'a fait une fois. Deux ou trois fois. Et déjà, le sens, etc. Mais c'est très bien que ça ne fasse pas. Il va récupérer son petit outil quand même. Ah oui, parce qu'il ne veut pas que son bateau perde une plume, comme il dit. Oui, non, mais c'est très bien qu'on réagisse au fait qu'on balance des plaines de nylon et des jerrycans d'essence à la mer. Ça veut dire qu'on s'est éduqué, on considère que c'est plus un truc à faire. On ne va pas rendre Bernard Montessier responsable de la pollution marine, c'est très pas gentil. Non, c'est pas exagéré. Il a mis à la voile, il ne faut pas l'oublier. Et puis, de fait, pour les très bonnes raisons, il adore les hautes latitudes, il faut que son bateau soit parfaitement équilibré. Il a encore pris beaucoup de choses qui sont censées être des matériaux de réparation si jamais il rencontre des problèmes. Il sait que là, le bateau est mal équilibré, qu'il va affronter la mer d'une certaine façon, et que pour partir dans des surfs qui sont ce qui correspond à la dimension du bateau, à la forme de sa coque, c'est comme ça qu'il faut prendre la mer quand elle est très haute, quand elle est très fort, et avec le type de vent et de courant qu'il rencontre. Donc il dispose les poids à l'intérieur du bateau d'une certaine façon, et s'il y en a trop, c'est une question de survie, il faut lui survivre à son voyage, et donc on balance de bien inutile. Fable écolo. Fable écolo, oui, parce qu'il y a un des premiers lecteurs des premiers textes écologiques, Jean Dorst, qui est déjà écrit, que tout est écrit sur ce qui nous attend et ce qu'on vit aujourd'hui dès les années 40-50. Et Bernard Montessier y est sensible et il voudrait qu'on ait un rapport paisible à la nature. Ce qu'il nous propose, c'est une grande communion avec les éléments, un rapport humble de l'homme à la nature. L'homme, il a toute sa place, mais juste sa place. Voilà. Et puis aussi, il faut penser comme le paysage maritime change aussi. Quand on voyait tous ces fantasmes sur les anciens tortudans, les anciennes cartes marines, etc., ces créatures, notre paysage maritime s'est considérablement développé. Hein. Avant les grandes périodes de chasse à la baleine, il faut imaginer les migrations des baleines avec des milliers de souffles qui jaillissent à l'horizon. Aujourd'hui, quand on en aperçoit un, on est très content. On a guetté ça nous, pendant la transaction que j'ai faite. Voilà, on n'a pas vu de baleines, on a vu d'autres choses. Mais voilà, ce paysage-là a complètement changé. Donc 800 km déjà. Voilà. Les voyages au long cours. Oui, alors là, je ne vais pas essayer de faire passer le Polaris pour une femme écologique. C'est pas la question. En revanche, effectivement, c'est une façon
le monde, les côtes de Norvège, etc. Un virus au passage. Ah oui, un virus. Ou, non, c'est une hérésie aujourd'hui, on sait, mais là, à l'époque de Simenon, on ne calculait pas. Là, il y a une espèce de. On va développer, mais il y a une espèce de tentative de répétition du voyage classe, de luxe dans la grande époque. Mais c'est pour des gens fortunés avec des images divins, il y a la compagnie du Renan pendant ces campagnes arctiques qui fait quand même débarquer au Zodiac les touristes sur la banquise pour et quand les touristes débarquent, ils peuvent s'asseoir sur des pots douces et il y a des seaux avec le champagne qui offrait de la banquise. N'en parlons pas. Bon, pour finir, je vous ai demandé à chacun d'entre vous de choisir deux planches de l'autre et de la commenter. Donc, Laurent, merci. Si tu peux les... Ah oui, alors, c'est moi qui ai choisi deux planches dans le livre de Christian. Avant d'expliquer pourquoi, je vous ai été tout bien, je pense, du travail de Christian. C'est très difficile de dessiner la mer. Bernard Matessier, il a essayé d'écrire la mer. Moi, j'ai essayé d'écrire sur le texte de Bernard Matessier et mon ami Youn et Christian aussi sont devant la même problématique, c'est comment l'écrire et la dessiner. Et c'est pas la chose facile. J'aime énormément cette planche, pourquoi? Parce que propose des atmosphères extrêmement diverses et donne un rythme assez formidable. Voilà, en haut, on est sur un monochrome, une scène à l'intérieur de cabine, une femme. Voilà, c'est la fameuse catastrophe. Voilà, dans la pénombre. Juste en dessous, changement de format de case, on est derrière un personnage, on partage son regard. D'un seul coup, il y a ces petites touches de couleur, c'est très très fort. Alors juste avant, on était dans des monochromes, moi ça me rappelle, je ne sais pas, par exemple des petits tableaux de Vermeer avec la vue d'Elf et le petit mur jaune. Voilà, c'est de l'information d'historien de l'art peut-être et tout, mais j'ai du plaisir à retrouver ces références, à voir cette grande masse noire là qui vient rimer avec le grand dos blanc du bonhomme. Enfin, on sent qu'il y a un dialogue qui s'installe. Et puis ensuite, voilà un grand paysage en surplomb. C'est pas évidemment le regard de ce capitaine là, qui lui est porté plutôt sur les quais, mais voilà, on a une sorte de grand dézoom, on part d'une situation très proche d'un personnage, puis petit à petit, on a un cadre plus large, et puis encore un autre, on a presque une vue d'oiseau, et là, il y a un extraordinaire, 3 atmosphères qui sont partagées avec quand même un bel ensemble chromatique. Enfin, tout ça fonctionne magnifiquement, on n'est pas dans un rapport réaliste à la couleur non plus, ce qui moi me plaît beaucoup, un rapport un peu symbolique. Vous voyez que la mer est aussi blanche dans la dernière case que la montagne, on imagine enneigée. Voilà, tout ça, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce trait de contour aussi. Je suis très hétéroclite dans mon approche du dessin. J'aime des choses très 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 différentes. Mais voilà, ça me plaît vraiment énormément. Bravo, Christian. Et la deuxième alors? Oui, alors voilà, on parlait d'écriture de la mer. Alors, peut-être te poser des petites questions. Christian, là, encore une fois, j'adore ces changements de cases. De cadre, ça installe un rythme, la manière dont, voilà, par exemple, une action qui ne dure qu'un quart de seconde, normalement, pouf, la chaloupe tombe dans l'eau, et là, il faut décomposer ce mouvement, ça permet de montrer aussi la gîte, la violence, les éléments. Comment tu grattes à la lame de rasoir ensuite sur ton encre pour obtenir ces éléments de blanc sur ton travail noir avant? Comment tu obtiens ces effets de vagues, de brume? Il n'y a pas longtemps que tu fais tout ça en numérique? Non, c'est à la mine. C'est la mine. Du crayon, du fusain, et puis voilà, des crayons noirs. Ouais. Et en fait, oui, il n'y a pas de crayon. Généralement, ce qu'on fait d'abord un crayonné qu'on va ancrer après avec de l'encre noire et puis après ajouter de la couleur. Là, c'est en fait
je suis un peu laborieux, la bande dessinée. Je trouve dessiner plusieurs fois les mêmes dessins, ça prend du temps, c'est épuisant. Donc j'évite cette étape, c'est-à-dire que je prends une grande feuille de papier, je trace les cases, j'ai déjà fait plus ou moins un plan des cases et je sais l'encombrement que vont avoir les bulles. Et d'abord au crayon sec, très légèrement, je commence à dessiner, et puis un peu plus grave, et l'image monte. Voilà. Très bien. Et pour récupérer les blancs, bah, je gomme. Bien joué, Marcus. Bon, est-ce J'aime qu'on... beaucoup l'atmosphère, hein. Ouais. On a l'impression d'entendre le bateau. Ouais. En plus, j'ai choisi cette technique-là de la mine un peu d'abord à cause de l'atmosphère, les brumes, les fjords, le nord, tout ça. Et puis l'époque, les années 30, et certaines affections que j'ai, pour le cinéma, Oui, ça se sent le bien, réalisme ouais. poétique des années 30-40. Ouais, c'est très réussi, bravo. Bravo Christian. Et passons à Stéphane maintenant. J'ai choisi la double page parce que je crois que c'était comme ça. Mais ça me va aussi, non, mais c'est très bien parce qu'elle est mariée aussi. Voilà. J'ai bien aimé. On entend quand même. J'ai besoin de l'avoir en même temps. Parce que c'est à l'image du livre. Il y a des termes. J'ai pas mes lunettes. C'est moi qui. J'ai pas mes lunettes. Ah non, j'avais pas mes lunettes. Voilà. Voilà, il y a ce récit intime avec des aspects un peu techniques, bon, encore pas trop là, mais voilà, ce cheminement intellectuel intérieur du marin. Voilà, c'était quand il monte ces petits pavillons. Voilà. Tout ça, enfin des choses très basiques de la navigation, les gestes de la navigation, les obligations de la navigation. Et moi, des 15 comme les deux du haut, j'adore ça, c'est-à-dire que le trait reste assez simple, on a un trait à la plume assez minime si on enlève la couleur, mais il y a d'un seul coup cette couleur qui arrive et qui est le jour qui se lève et de la lumière qui apparaît. Alors justement, parce que ça me touche, parce que c'est des émotions vécues aussi, une navigation. Et puis là, l'image du bas qui évoque. Le ressac sur des rochers, voilà, et il y a des références là, pour moi, des évocations de la peinture japonaise, de la peinture, voilà, du passé du temps aussi, du Sanuchi, voilà, c'est des choses que j'affectionne, ou très simple, et le trait lui-même devient dessin, et c'est un peu. C'est assez drôle parce que les images que tu évoquais, que j'ai faites avant, on est un peu dans une harmonie très sobre. Si on peut juste, attends, tu peux raconter une anecdote marrante sur les pavillons. Est-ce qu'on peut revenir à l'image précédente? Excuse-moi, Christian, c'est juste comme tu parlais des pavillons. C'est ça qu'à l'époque, ce qu'on appelle les pavillons NIK. Voilà, vous les voyez en bas là. Alors en fait, il y a un pavillon pour, on va dire, une lettre. Voilà, c'est comme si on communiquait en morse, mais visuellement. Voilà. Et c'est Nigel Beckley, un des concurrents, qui dit à Bernard Matessier, bon, tu ne veux pas prendre de radio parce que tu ne veux pas causer à tout le monde, très bien. Simplement, quand même, il faut qu'on puisse te repérer quand tu vas passer près des cargos. Tu n'as qu'à hisser ces trois pavillons, NICA, qui veut dire en langage maritime, signalez-moi, puisque vous me voyez, à la Lloyd's Continental, qui était le grand assureur qui répertoriait tous les navires. Donc, Bernard Matessier sait que, en ayant toujours ces pavillons NICA, qui veut dire signalez-moi à la Lloyd, eh bien, les gens pourront suivre son parcours. Voilà, chaque fois qu'il sera aperçu. Simplement, ce qu'il ne sait pas, c'est que le langage a changé juste cette année-là, et que NICA, ça veut dire j'ai une énorme maladie intestinale, venez me chercher. Mais comme tous les capitaines au long cours connaissent l'ancien code, alors ils sont signalés tout de même. Et on passe à l'autre rapidement. Voilà, ben là c'est surtout la grande image du haut. Voilà, c'est quand il y a des choix graphiques
entiers qui sont faits. Il y a un paysage, normalement, bon, il aurait dû y avoir plus de couleurs, de l'air, de l'eau, mais on veut exprimer autre chose là, et c'est le langage un peu particulier de la bande dessinée, de tous les parties graphiques, voilà, la simplicité. Bon, en même temps, tu m'as expliqué qu'il y a eu cette version de cette image-là, c'est ça, il y a eu tout un cheminement graphique pour arriver là. C'est une image voilà, qui au début, bon, il y a une faute. Youn, là c'est pas de mon travail dont il est question, c'est celui du dessinateur. Il y avait une approche un petit peu plus réaliste, il avait placé de la végétation, etc. On avait vraiment un ciel bleu et des nuages blancs. C'était très joli, assez, voilà, mais c'était pas en appliquant une couleur réaliste qu'on allait installer un rapport poétique au paysage. Donc là, l'idée c'était plutôt d'installer une grande masse avec un ciel comme vous n'en verrez jamais, sauf parfois quand le vent nous emmène le sable du Sahara, on a parfois des cieux un petit peu jaunes comme ça. Là, il n'y a pas de raison. Donc on a un rapport complètement réaliste à la couleur, mais qui a une puissance émotionnelle assez forte. Il faut dire aussi que le fait que Joshua et sa coque peinte en rouge, ça donne une dimension très graphique à l'image aussi. Bon, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait des merci.